c'est avec beaucoup d'émotion quand même que je vous présente la dernière mouture, notre dernier rapport sur l'Observatoire de l'éolien, surtout dans ces circonstances. Donc je remercie France Énergie Éolienne pour sa confiance. Je remercie également Marie Vermeer chez Louis Soumois de Capgemini Invent qui ont produit ce rapport. Alors, je précise qu'il s'agit d'un exercice sans complaisance. Pardon. Ceci n'est pas un outil de communication, ce n'est pas un outil de lobbying. Ce que l'on nous demande de faire, c'est une analyse économique établie sur des données quantifiées et qui permettent de mettre à plat les indicateurs clés de la filière et ses perspectives. Alors, cet exercice, il faut quand même le préciser, est partiel, puisqu'il couvre l'année 2021 jusqu'au 31 décembre 2021. Excusez-moi, je ne suis peut-être pas très à l'aise avec ces micros. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Pardon. Donc, comme je le disais, c'est un exercice assez partiel puisqu'il couvre la période 2021, l'année 2021. Or, il se trouve, et comme vous le savez, que les tensions se sont exacerbées à l'automne 2021 avec la période post-Covid, la guerre en Ukraine, les difficultés du parc nucléaire français et évidemment des tensions sur les prix de l'énergie avec un prix de l'électricité à 200 € le mégawattheure, ce qui est quand même du jamais vu, et dont on imagine même qu'il puisse ne même pas être un seuil à ce point radical, et puis une inflation à 2 chiffres sur les matières premières. Donc évidemment, tout ce contexte crée effectivement des ruptures, une forme de radicalité et surtout un sentiment d'urgence. Donc c'est bien dans ce contexte que nous avons écrit ce rapport. Encore une fois, en essayant d'apporter le plus de neutralité et une vision la plus objective possible de la situation de la filière. Alors, les chiffres clés de la filière française. Alors, qu'est-ce que l'éolien aujourd'hui en France? Eh bien, c'est la deuxième énergie renouvelable en production d'électricité en France, avec 19 gigawatts d'installés en 2021. C'est également 7,7% de la consommation électrique française en 2021. Et c'est surtout, et c'est un volet qu'on va particulièrement développer, 25 500 emplois en France à fin 2021. Alors, cette année, il y a eu plus 418 éoliennes connectées donc, pour cette même année et 1,2 gigawatts de capacité éolienne installée et raccordée en 2021, soit la consommation électrique de plus de 8 millions de foyers. Donc voilà, j'en profite pour regarder également. Voilà. Donc voilà un peu le panorama de la filière de manière un petit peu statique. Alors les grands résultats du rapport. Ce que l'on nous demande de faire, toujours avec cette perspective d'analyse, c'est d'aborder différents volets. Cette année, nous avons traité ce qu'est l'apport de l'éolien à l'économie globale, quels sont les revenus qu'il génère, de manière directe ou indirecte, les emplois. Et là, vous verrez qu'il y a un grand volet décliné par région sur les emplois. Le corollaire des emplois qui est la constitution d'une filière de compétences et qui passe, et vous le verrez, par la construction, la mise en place d'un certain nombre de cursus, d'un certain nombre de parcours de formation, effectivement qui permettent de préparer l'avenir. Et toujours dans cette perspective d'avenir, qu'est-ce que l'éolien durable? Voilà, qu'est-ce que l'on entend par l'éolien durable? Parce que la filière se veut durable, donc s'inscrire effectivement dans ces projets, dans ces initiatives, en préparation de l'avenir. Alors, l'éolien, une source de revenus de l'État, c'est pas forcément intuitif et je trouve que les résultats que nous affichons tranchent un peu avec l'idée que l'on se faisait de l'éolien, d'un éolien éternellement subventionné. Et là, comme vous pouvez le constater, avec le principe de complément de rémunération, je précise, le complément de rémunération, c'était cette prime qui a été introduite par la loi sur la transition énergétique pour une croissance verte et qui consiste pour un producteur d'électricité renouvelable à verser une prime
en compensation de l'électricité qu'il vend sur le marché. Donc quand le prix du marché est inférieur au prix de référence, l'État verse un complément de rémunération, certes, mais si les prix du marché sont supérieurs au prix de référence, le producteur verse un complément de rémunération et effectivement on établit un potentiel de gain à 7,6 milliards d'euros de recettes donc éoliennes, potentielles, prévisionnelles. Alors c'est vrai qu'il y a toujours cette tentation de l'économiste de faire l'exercice du manque à gagner, mais on a fait évidemment l'hypothèse en disant voilà, si on avait respecté les objectifs de la PPE, les gains auraient pu être de 600 millions d'euros. Voilà, c'est évidemment toujours de manière un petit peu théorique, mais néanmoins ça vous permet de vous éclairer sur les ordres de grandeur, et puis encore une fois cela casse ce préjugé, cette idée d'un éolien qui ne vit et ne survit que grâce à l'intervention de l'État. Alors on avait largement mentionné cette dimension-là l'année dernière, les apports économiques pour les territoires. Ça avait évidemment suscité beaucoup d'intérêt. Donc il s'agit vraiment des revenus indirects générés par les revenus fiscaux liés à la présence de l'éolien ou d'une filière éolienne au niveau local, régional, etc. Donc effectivement, ces revenus ne sont pas négligeables et nous les avons établis à 235 millions d'euros en recettes fiscales en 2021 pour les communes et collectivités qui sont autant évidemment de revenus et de bénéfices qui permettent de financer des projets locaux et des services publics, voilà, et des services collectifs urbains, par exemple, ou des services collectifs tout court. Donc voilà un petit peu, encore une fois, une autre dimension du revenu, la contribution de l'éolien à l'économie globale. Il faut aussi savoir que ces revenus générés sont récurrents, donc ils s'établissent dans la durée, sur des périodes de 25-30 ans. Alors, point extrêmement important, un peu la focale du rapport, c'est la création d'emplois. Donc l'éolien représente 25 500 emplois au 31/12/2021, avec une croissance par rapport à l'année dernière de plus 13%, essentiellement tirée par l'offshore, plus de 33%, et seulement 8% pour l'onshore. Et l'onshore, évidemment, on paie là les conséquences des 4,5 gigawatts de projets bloqués en onshore, dont on va parler. Voilà, donc évidemment un très fort ralentissement de l'onshore et donc un très fort ralentissement de la croissance en emploi côté onshore, et un offshore, au contraire, qui tire la création d'emplois, y compris en termes de valorisation de compétences. Alors, le renforcement des filières de formation, ça c'est vraiment un point sur lequel nous avons essayé vraiment de mettre à plat l'ensemble des filières et des cursus par région. Ce qu'il faut savoir, c'est que la filière éolienne a besoin de compétences nouvelles, de compétences qui n'existent pas. Donc, elle est amenée à créer des parcours de formation, des cursus qui permettent à des jeunes des parcours de seconde chance, c'est-à-dire à des jeunes qui n'ont pas forcément un cursus scientifique, de pouvoir accéder à des métiers avec une forte compétence en ingénierie, par exemple. Il y a des cursus très attractifs qui se créent, des cursus développeurs. Il faut savoir que la filière éolienne intéresse les jeunes. Ça, c'est également un point. Voilà, donc il y a vraiment une énergie et un dynamisme autour de la création de compétences en lien avec les métiers de l'éolien ou des éoliennes. Autre point important et qu'il convenait d'éclairer absolument, c'est la circularité, la recyclabilité des éoliennes. Et là, effectivement, nous avons fait un point en précisant que 90% d'une éolienne est recyclable. Donc là, c'est quand même une dimension importante. Ça permet aussi de pallier certains préjugés à nouveau qui faisaient effectivement de l'éolienne une filière qu'on ne parvenait pas finalement à désinstaller. On m'a beaucoup parlé, moi, de pales qu'on enterre, etc., enfin, de pratiques dans d'autres pays. L'éolienne est recyclable à 90% et 35% du rotor est recyclable. Voilà, ça c'est un point extrêmement important. Alors, les enjeux de la filière, donc je suis passée un petit peu vite sur la partie purement contextuelle pour qu'on ait vraiment le temps d'en parler.
Je vous invite à regarder ce slide, évidemment, qui montre un ralentissement de l'installation de l'éolien. Alors certes, évidemment, il y a une puissance cumulée au 30 juin 2022. Donc là, effectivement, on a pu faire une consolidation à 2022 qui est de 19 706 MW, avec seulement 1192 MW de puissance installée en 2021, c'est-à-dire moins 7% par rapport à 2020. Alors là encore, je vous invite à regarder ce graphique parce qu'il est assez accablant. Ce qu'il montre, c'est l'évolution des capacités installées en 2020 et 2021 pour les deux filières que sont l'onshore et l'offshore, et les objectifs de la PPE. Et avec évidemment 1191 ou 1192 MW de capacité installée, la France connaît un véritable décrochage. Si l'on reste sur cette dérivée, on aura en 2028 pour l'onshore 27 gigawatts d'installés versus les 34 gigawatts qui étaient souhaités, et pour l'offshore en 2023 1,5 gigawatts d'installés au lieu des 2,4 gigawatts qui étaient dans la cible. Donc là, évidemment, il y a quelque chose à la fois d'inatteignable, quand je parlais de sentiment d'urgence, là voilà, je pense qu'il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus illustratif qu'un graphe de ce type pour vraiment se dire effectivement que veut-on. Voilà. À un moment donné, il faut s'en donner les moyens. S'il s'agit vraiment d'atteindre les objectifs de la PPE, on ne peut pas, dans ces conditions, à ce rythme-là, y parvenir. Alors, non seulement il y a un décrochage de la France et puis on accumule du retard, mais en plus, on observe pour l'onshore une baisse des capacités depuis 2017 et rien n'est fait pour y remédier. Voilà, donc comme je l'ai dit, un véritable décrochage en France. Alors pour ce qui est de l'éolien en mer, la dynamique est enclenchée. Voilà, avec 40 milliards d'euros d'investissement au cours des 15 prochaines années et 20 000 emplois créés en France d'ici 2035. Donc dans la seule filière de l'éolien offshore. Ce qui est bon quand même de préciser, c'est que 4 des 12 unités européennes de production d'équipements d'éoliennes en mer est présente en France. Donc ça, sont présentes en France. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important. Il y a cette volonté de maintenir et de garder une filière française et une filière européenne, avec en particulier une part imposée de composants français dans les projets, parfois jusqu'au 3e rang, voire même au 4e rang. Donc effectivement, on exige qu'une part de la sous-traitance, jusqu'au 3e ou 4e rang, soit faite de PME ou de sociétés françaises. Alors, l'électricité issue de l'éolien ou l'électricité éolienne reste compétitive dans un contexte extrêmement tendu. Et c'est bien l'enjeu. Donc pour l'onshore, on l'établit à 67,5 € par mégawattheure. Donc ça, c'est le prix moyen de l'appel d'offres 10 d'avril 2022. Et pour l'offshore, il s'établit à 44 € par mégawattheure. Alors, il faut quand même savoir que dans ce contexte, il y a un vrai enjeu à sécuriser les prix compte tenu de l'augmentation des CAPEX, en particulier l'augmentation du coût des matières premières et donc du coût de l'acier et l'acier des turbines. Donc ça, évidemment, ça va être un très très gros enjeu pour la filière d'arriver à contenir ses coûts et à contenir ses coûts de CAPEX et à augmenter sa performance opérationnelle. Alors, le retard et les contraintes, et effectivement, ce retard qui est dû essentiellement à des contraintes de nature administrative. Et c'est vrai que c'est tout de même très regrettable d'avoir effectivement comme facteur d'échec des procédures qui n'en finissent pas ou simplement des dossiers qui ne peuvent être instruits faute de moyens. Donc il y a quand même quelque chose de très paradoxal, c'est-à-dire que la filière n'est pas contrainte par des standards, par exemple, en lien avec l'environnement qui pourrait la bloquer, etc. Pas du tout, ou d'autres standards. C'est vraiment de strictes contraintes administratives, ce qui est quand même un peu le comble. Donc effectivement, il faut 18 mois pour obtenir l'autorisation environnementale, donc ça avait été évoqué. Il y a des projets qui sont éliminés pour de strictes raisons administratives, parce qu'on ne peut pas les instruire. Évidemment, sur
sur la partie territoriale, les contraintes militaires, enfin une opacité en réalité, et puis un droit mou de plus en plus fourni et pris en compte par les services de l'État. Un droit mou, c'est-à-dire un droit sans assise jurisprudentielle que l'on peut interpréter, que chacun des on va dire des couches comme ça administratives peut interpréter de manière assez discrétionnaire. Donc évidemment, ça pose un vrai problème. Sur la partie production, il y a évidemment un bridage des éoliennes, qui est de toute façon une contrainte évidente. Des nouvelles autorisations environnementales parfois nécessaires lors du repowering, c'est ce qui avait été évoqué. Donc effectivement, à chaque fois, on remet ça, y compris pour du repowering. Et puis, sur le marché, évidemment, les variations importantes des coûts, des prix de construction. Alors, quels sont les grands chantiers de la filière ? Et la filière telle qu'elle se voit et telle que nous la voyons, la filière n'a pas attendu pour lancer très en amont de grands chantiers permettant notamment l'intégration sur les réseaux, la correction des effets de l'intermittence, donc évidemment tout un chantier très en lien avec RTE et avec énormément une coopération et un travail à très forte proximité avec RTE. Qui est déjà très abouti. Évidemment, des enjeux autour de la flexibilité de la production, le pilotage des flexibilités, et puis évidemment le couplage avec le stockage, puisqu'on parle de correction des effets de l'intermittence. Et puis, il y a évidemment un très gros chantier R&D, mais qui sous-tend finalement tous les autres, et un chantier qui est particulièrement, enfin moi qui me tient particulièrement à cœur, qui est un chantier sur la biodiversité, c'est-à-dire que oui, on peut développer l'éolien dans le strict respect des espèces vivantes, en intégrant le RCA de la conception et sur toutes les opérations. Et on croit en particulier beaucoup au levier lié à la digitalisation des opérations, qui permettrait effectivement de favoriser, de permettre une filière complètement intriquée avec son écosystème. Et je vous invite à lire un rapport que nous avons également sorti sur l'éolien et la biodiversité. Le premier tome est sur la faune volante, effectivement, et on montre effectivement tous les moyens que la filière met à disposition pour pouvoir corriger des externalités ou des conséquences sur la faune volante. Donc ça, c'est un point extrêmement éclairant et que l'on a essayé d'étayer systématiquement avec des données scientifiques et également de donner des perspectives et des pistes et des solutions technologiques pour aller un cran plus loin à chaque fois. Alors, nos recommandations. Alors, évidemment, avant tout, débloquer les autorisations en attente. On a 4,5 gigawatts de projets en développement qui sont à l'arrêt. Voilà, simplement. Donc, ça veut dire des dossiers qui s'empilent, c'est pas autre chose. Garantir un cadre de développement de moyen et long terme aux énergies décarbonées. Il faut un cadre fixe, il faut un cadre ferme, il faut une cible visible et évidemment qu'on se donne les moyens d'atteindre. Voilà un petit peu ce qui nous paraît évidemment important, qui est un peu la réponse à tout ce que je viens d'évoquer. Sécuriser une base française et européenne de production de composantes. Oui, continuer à maintenir et à faire en sorte que cette filière soit française et européenne. Et ça passe évidemment par la présence sur le territoire d'unités de production, de composants, d'unités d'ingénierie également. Maîtriser les CAPEX et les OPEX. Les CAPEX, évidemment, en les indexant sur l'inflation du coût des matières premières, forcément, et également aller encore plus loin dans l'excellence opérationnelle. Voilà, donc évidemment, on a parlé d'augmentation du facteur de charge, d'amélioration du productible. Voilà, tout ça, c'est autant de possibilités avec un sous-jacent qui est la digitalisation. Et qui nous paraît être la digitalisation des opérations, qui nous paraît être un excellent moyen, évidemment, de gagner encore en performance opérationnelle. Développer des contrats d'achat d'électricité de long terme à partir d'ENR. Oui, là encore, ça participe de cette idée de cadre, d'un univers effectivement contractuel qui sécurise et qui garantit la fourniture. Ça nous paraît aussi un point qu'il faut absolument pousser.
continuer à intégrer le respect de la biodiversité dans toutes les opérations. Et comme je le disais, il y a aujourd'hui des moyens digitaux qui nous permettent de réaliser du bridage dynamique ou statique, de l'effarouchement. On peut avoir recours à toutes les techniques liées au digital, que ce soit le edge computing, l'intelligence artificielle, les algorithmes, la visualisation spatiale. Donc autant de moyens que vous d'ailleurs, participants et acteurs de la filière, pouvez développer et mettre à disposition et qui participent effectivement au fait que la filière corrige ces externalités négatives et se fixe des standards et un statut d'exemplarité. Promouvoir une insertion territoriale adaptée. Alors je parlerai un petit peu. Alors, lever les blocages administratifs pour favoriser un meilleur partage territorial des ENR. Ça, c'est également important. C'est cette idée, évidemment, de donner aux acteurs locaux un sentiment de propriété ou tout du moins une incitation supplémentaire à accepter une éolienne à proximité. Et rien ne vaut, évidemment, la concertation. Et surtout peut-être cette incitation que peut-être un tarif préférentiel et qui donne évidemment un sentiment effectivement de reprise en main des énergies par les collectivités locales et aux riverains la possibilité d'avoir un sentiment propriétaire, en tout cas une action sur ses propres usages et voilà, et sur sa propre fourniture. Promouvoir une insertion territoriale adaptée, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, toute la question du modèle qu'on cherche à avoir, c'est-à-dire est-ce que l'on souhaite avoir des parcs éoliens conçus comme de grandes zones, dans des zones dédiées, donc comme on a des grandes zones industrielles pour éviter le mitage du paysage, ou bien dans d'autres cas une logique de décentralisation poussée à l'extrême, donc effectivement un modèle très délocalisé et des éoliennes locales au plus proche de leurs consommateurs. C'est une réflexion qu'il faut avoir systématiquement, se poser la question du maillage, se poser des questions sur le foncier, sur l'urbanisme. Voilà autant d'éléments qu'il faut intégrer et qui structurent cette réflexion autour du maillage territorial.